Vous écoutez Duo de Plume. Vous n'êtes pas sans l'avoir remarqué, nous approchons à grands pas des fêtes. Et il se trouve que c'est la toute première fois que notre podcast traverse cette saison. À cette occasion, Catherine et moi voulions faire quelque chose de spécial. Nous avons d'abord pensé à un épisode bêtisier qui serait une compilation des âneries que je dis hors antenne et des fous rires de Catherine, particulièrement présent lorsqu'il s'agit de lancer le 3e enregistrement de la journée quand on commence à être bien fatigué. Mais il y a de grandes chances que ça ne fasse rire que nous et ça passe beaucoup moins bien dans ce format podcast, à moins que vous ne nous suiviez sur les plateformes vidéo. Alors nous avons eu une autre idée. Nous allons lire les premiers chapitres de l'un de nos romans, chacun lisant les écrits de l'autre. Catherine nous fait un chouette cadeau en nous proposant un inédit qui ne sera disponible qu'en mars 2025. Et de mon côté, je trouvais ça drôle de lui confier un texte de science-fiction. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était un domaine assez éloigné de son monde. Mais je dois dire qu'elle s'en sort vraiment bien. Sans plus attendre, je vous laisse avec Catherine. Vous écoutez Duo de Plume et je suis Catherine. Cyril va bientôt vous lire les premiers chapitres de mon nouveau roman qui va paraître en mars 2024. C'est donc un texte inédit que je suis ravie de vous faire découvrir en avant-première et plus encore dans la bouche de mon complice co-podcasteur. Donc le roman s'appelle Aurélien Loiseau, l'apprenti extracteur. Pour vous mettre dans l'ambiance, je me suis dit que j'allais vous lire la 4e de couverture et ensuite vous écouterez Cyril. Entrez dans la lumière, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Tu parles? Quelle arnaque! L'au-delà ne ressemble pas du tout à ce qu'Aurélien Loiseau avait imaginé. Harcelé par une dame pirate, morte en 1359, attaqué par des hydres, des ghouls et des succubes pour un oui ou pour un non, il n'a même pas réussi à atteindre ce fichu tunnel lumineux quand il en avait l'occasion. Maintenant, il doit trouver un autre accès de toute urgence pour se présenter à temps au jugement dernier, sous peine d'errer dans les limbes jusqu'à la fin de l'éternité. Sans parler d'échapper à Jules, son ex-meilleur ami devenu son ennemi juré. Autant dire que c'est pas gagné. Aurélien Loiseau, 1. L'apprenti extracteur, par Catherine Roland. Pour Nini, car avec un héros nommé Loiseau, ça s'impose. Merci pour ta fidélité de lectrice, ta compétence de traductrice, ton affection de belle fille. Je t'aime fort, Kat. Chapitre 1, où l'on fait la connaissance d'Aurélien Loiseau. En cette fin d'année 1782, le climat avait été particulièrement rigoureux en Touraine. Depuis 2 jours, la neige tombait en abondance et, par endroits, l'endroit avait même gelé. À Montrésor, le joli village où Aurélien Loiseau vivait depuis toujours avec sa famille, les étroites ruelles en pente qui entouraient le château étaient balayées par des bourrasques de vent glacé. Ça et là, des congères s'étaient formés, rendant l'accès à certaines maisons presque impossible. La bourgade, si agréable à vivre à la belle saison, si charmante avec ses habitations bâties en tuffeau, cette roche au ton très clair qu'on ne trouvait qu'ici, était grise et triste. Quant aux habitants, ils étaient tous terrés chez eux, à l'abri des intempéries. Ou du moins, presque tous. À l'angle de l'auberge des Trois Demoiselles, 2 jeunes gens étaient embusqués,
prenant soin de rester à l'écart du faible halo dispensé par la lune. « Tu as bien compris, Aurélien, tu es sûr ?» demanda le plus grand, soupçonneux. Bien qu'ils aient tous deux une vingtaine d'années, ils étaient aussi différents l'un de l'autre que le jour laid de la nuit. Jules Mativière, celui qui venait de parler, était un gaillard grand et massif, aux traits ingrats et à l'incoiffable chevelure d'un blond anormalement clair. Aurélien Loiseau, au contraire, était frêle et très mince. Il avait le teint pâle et de beaux cheveux châtains légèrement ondulés. Ses gestes, toujours mesurés, trahissaient son extrême timidité. Son visage était ouvert, agréable et plein de douceur, traduisant sa gentillesse mais aussi une certaine candeur. Il promenait sur le monde un regard bleu-vert aux yeux immenses, comme s'il était perpétuellement étonné des nouveautés qu'il découvrait. « J'ai compris, affirma-t-il, d'un ton qui se voulait résolu. Vous me l'avez expliqué 3 fois, je ne suis pas idiot tout de même. » En réaction, Jules ébaucha une moue peu convaincue. De l'avis de tous, le fils unique de Daniel Mativière, qui avait superbement réussi dans le commerce de la charcuterie, était foncièrement antipathique. Oisif, fêtard, joueur et buveur, il vivait de la fortune de son père mais n'avait aucune intention de prendre sa suite à la tête de l'affaire familiale. Orgueilleux, incapable de se soucier de qui que ce soit en dehors de lui-même, il avait de nombreux amis certes, mais ceux-ci ne s'intéressaient qu'à sa position et à sa fortune. Lucide, il s'en rendait compte, et ce triste constat n'avait fait qu'exacerber son amertume et sa suffisance. De son côté, Aurélien était tout aussi incapable d'agir par intérêt au calcul que de comprendre quelle était la véritable nature de Jules Mativière. Il avait été embauché par le père de celui-ci alors qu'il avait 13 ans. Les Loiseau étaient très pauvrés. Au décès de leur père, les enfants n'avaient eu d'autre choix que d'abandonner l'école pour subvenir aux besoins de la famille. La sœur d'Aurélien, Émilie, et le plus âgé de ses jeunes frères, Clément, travaillaient à l'auberge. Mathieu était apprenti chez le maréchal Ferrand. Seul Silas, qui n'avait pas encore 8 ans, allait encore en classe. L'enfant montrait d'ailleurs pour les études de grandes dispositions, mais dès l'an prochain, il devrait les abandonner à son tour pour contribuer lui aussi à l'effort familial. Une destinée banale pour eux qui n'avaient pas eu le bonheur de naître riches. Ils l'acceptaient sans se poser de questions. Aurélien savait lire, écrire et compter, mais il était gaffeur et maladroit. Sans surprise, il s'était vite révélé effroyablement peu doué pour toutes les tâches qu'on lui confiait à la charcuterie. Ainsi, M. Mativière avait équipé son arrière-boutique d'une machine moderne destinée à hacher la viande et à préparer les saucisses. Dès le premier jour, Aurélien avait provoqué son enrayement en faisant tomber un caramel mou dans les engrenages qu'il était chargé de nettoyer. Peu de temps après, il avait gâté plusieurs centaines de terrines de porc en versant dans les cuves, par inadvertance, l'huile destinée à l'éclairage au lieu d'un usage alimentaire. Enfin, sujet tragique dont les circonstances exactes n'étaient pas vraiment établies, Aurélien avait tué le chat. Le chat, nommé Tête de Veau, était un félin borgne, galeux et agressif, mais surtout, c'était le compagnon adoré de M. Mativière. Tout le monde s'attendait à ce que cette ultime catastrophe signe le renvoi définitif d'Aurélien, mais, étrangement, il n'en avait rien été. Était-ce en mémoire de Philibert Loiseau, feu le père du jeune homme et bras droit du patron, que ce dernier avait fait preuve d'autant de mansuétude ? Nul n'en savait rien, mais Aurélien avait conservé son emploi, à la condition expresse qu'il ne touche plus à rien. De nature plutôt contemplative, il s'en serait volontiers accommodé, mais Jules, que sa maladresse n'inquiétait pas, l'avait progressivement accaparé. Il s'en était fait une sorte de majordome personnel et dévoué aux frais de son père, sans qu'Aurélien s'en rende vraiment compte. Jules, pensait-il, l'aimait et était son meilleur ami. Il s'émerveillait qu'une personne aussi importante et de sa qualité ait l'infinie bonté de s'intéresser à lui. Pour celui qu'il vousoyait toujours avec un grand respect, bien qu'ils aient le même âge, il aurait fait n'importe quoi. Néanmoins, la tâche que Jules lui demandait d'accomplir aujourd'hui était pour le moins inhabituelle. Aurélien s'efforçait d'afficher un air assuré, mais en vérité, il se sentait légèrement déstabilisé. « Elles arriveront par cette rue », reprit patiemment Jules. « La comtesse Éléonore sera accompagnée de son chaperon, la duchesse Marianne, bien entendu. » La comtesse Éléonore. Sa seule évocation fit battre le cœur d'Aurélien plus vite. Il n'avait aperçu la belle jeune femme qu'une seule fois, quelques mois plus tôt, alors qu'elle se rendait au chevet d'une de ses patientes, alitée et malade.
Il revenait du bourg avec Émilie et Silas. Elle sortait de l'église et ne leur avait accordé aucune espèce d'attention. Heureusement sans doute. Si d'aventure elle avait pris idée de lui adresser la parole, il aurait été incapable de prononcer un mot. Figé, il avait suivi des yeux la silhouette gracile, vêtue des plus beaux atours qu'il avait jamais vus. Bouche bée, il avait détaillé la robe à crinoline, richement brodée et rehaussée de délicates dentelles, le col de son petit manteau orné de zibelines, son chapeau abondamment décoré de plumes, de perles et de rubans. De son spectaculaire couvre-chef s'échappait une chevelure blonde aux boucles admirables, entourant le visage le plus adorable qui soit. Ses yeux bleus, son petit nez, sa bouche rose et brillante, tout chez cette superbe apparition était parfait, au point qu'il s'était demandé très sérieusement si ce n'était pas à un ange qu'il avait affaire. Après tout, ne sortait-elle pas d'une église ? C'était sa sœur, à qui sa fascination n'avait pas échappé, qui lui avait donné, en se moquant un peu, l'identité de la belle inconnue. Éléonore de Haute-Cour, une des innombrables petites cousines du roi de France, Louis le XVI. Noble, sublime et inaccessible donc, cela allait sans dire, pour un jeune homme de sa condition. Aurélien en avait parfaitement conscience et n'aurait jamais osé aller à l'encontre des règles les plus élémentaires de la société. Il n'était pas du même monde et ne le serait jamais. Cela ne l'avait pourtant pas empêché de tomber, dès cet instant et à tout jamais, éperdument amoureux de la jeune femme. Bien entendu, il ne s'en était ouvert à personne, et Jules Mativière, malgré l'affection infinie qu'Aurélien lui vouait, était certainement la dernière personne à laquelle il aurait choisi de confier son secret. L'essence enflammée, Aurélien repoussa sur son crâne son éternelle casquette au velours gris pour éponger d'un revers de manche son front transpirant. Malgré la température hivernale, il avait trop chaud tout à coup. La comtesse Éléonore et son chaperon, la duchesse Marianne. Bien entendu, répéta-t-il, crispé, avant d'ajouter d'un ton hésitant. Ne craignez-vous pas qu'elle soit escortée ? À la nuit tombée, les rues ne sont pas sûres, et je doute que Sa Majesté le Roi tolère que sa petite cousine court le moindre danger. Jules poussa un soupir excédé. Aurélien baissa les yeux, honteux de son audace. Évidemment que les rues ne sont pas sûres, imbécile. C'est même la raison pour laquelle elles vont être attaquées. N'as-tu donc rien compris ? Aurélien posa sur lui un regard bleu-vert alarmé. Attaqué ? Mais c'est épouvantable. Il faut tout faire pour empêcher que cela arrive. Jules le dévisagea durant quelques secondes, incrédule, avant de lâcher d'un ton exagérément lent, signant l'imminence de l'explosion. Aurélien, c'est toi qui vas les attaquer. Nous venons d'en parler. Tu te feras passer pour un de ces brigands qui rôdent dans les faubourgs et dépouillent les honnêtes gens. Tu surgiras devant elle, tu prendras un air menaçant. « Prends un air menaçant !» s'interrompit-il, l'air si menaçant lui-même qu'Aurélien recula d'un pas. Même s'il aimait beaucoup Jules et qu'il avait à cœur de lui faire plaisir, cette situation le mettait de plus en plus mal à l'aise. Son ami avait affirmé qu'Éléonore serait enchantée et reconnaissance à tous deux. Aurélien ne voyait pas vraiment ce qui pourrait enthousiasmer la comtesse dans le fait de se faire attaquer, même pour de faux, mais les nerfs du fils Mativière semblaient légèrement à vif. Autant ne pas le contrarier. S'appliquant à bien faire, Aurélien fronça le nez, retroussa les lèvres à la manière d'un chien, découvrant ses dents très blanches. Jules laissa échapper un bref soupir. « Bon, oublions l'air menaçant. Te souviens-tu au moins de ce que tu dois dire ?» Penaud, Aurélien referma la bouche et se plongea dans l'examen attentif de ses souliers. « Je crois qu'il était question d'une course, hasarda-t-il d'une toute petite voix. « Une bourse, pas une course ? La bourse ou la vie ? La bourse ou la vie, triple idiot ? Ce n'est pourtant pas compliqué à retenir. Je me demande ce qui m'a pris de te confier cette mission. Tu n'es même pas fichu de distinguer la main gauche de ta main droite. Et débarrasse-toi de cette fichue casquette, bon sang. Les voleurs à la tire ne portent pas de casquette. » s'énerva-t-il en envoyant d'une pichenette valser le couvre-chef sur le trottoir. Offusqué, Aurélien se précipita aussitôt pour la ramasser, puis la recoiffa dignement, toisant Jules d'un air de défi. Cette casquette appartenait à mon père, et s'il ne l'avait pas justement ôtée le jour de son malencontreux accident, il serait toujours en vie. Ne me demandez pas de m'en séparer, monsieur Jules. Ce serait salir sa mémoire. Jules, à dire vrai, se souciait comme d'une guigne de la mémoire de Philibert Loiseau. Il doutait d'ailleurs sérieusement que sa casquette aurait pu le protéger de son funeste destin.
le pauvre homme ayant péri écrasé sous une tonne et demie de pieds de cochon dont il supervisait le déchargement au moment où les câbles avaient lâché. Mais là n'était pas la question. Aurélien manquait autant de crédibilité dans le rôle du voleur que dans tout ce qu'il entreprenait, mais il n'était plus temps de lui trouver un remplaçant. Et puis, même si le jeune Mativière répugnait à l'admettre, les esprits naïfs étaient aussi les plus dignes de confiance. De ce point de vue au moins, Aurélien était le meilleur candidat qu'il avait sous la main. Ce que Jules ordonnait, Aurélien l'exécutait, avec une certaine inconstance dans la réussite, certes, mais avec un désir de bien faire qu'il convenait de saluer. L'héritier de l'Empire charcutier se força dans un sourire un peu grimaçant. « Allons, Aurélien, inutile de le prendre au tragique. Après tout, j'imagine qu'un voleur est tout aussi libre de choisir sa victime que son couvre-chef. Garde ta casquette si ça peut te rassurer. » Il s'interrompit, tournant brusquement la tête. Des voix. C'était elle. Fébrile, Jules se précipita à l'abri d'une porte cochère, rejoint par Aurélien légèrement chancelant au moment où 2 silhouettes féminines apparaissaient en haut de la rue. Les dés étaient jetés. Il ne pouvait plus reculer. Chapitre 2 où rien ne se passe comme prévu. Quelques mois plus tôt, la grand-tante par alliance d'Éléonore de Haute-Cour avait pris froid après avoir plongé ses pieds nus dans l'Inde droit. Même si l'événement s'était produit au cœur de l'été, quand les températures en Touraine étaient si élevées qu'on ne pouvait rester au soleil de façon prolongée sans ressentir maux de tête et vertige, l'initiative n'en était pas moins terriblement saugrenue. La vieille dame était connue pour son caractère excentrique, et la mère d'Éléonore, excédée par ses frasques, au nombre desquelles elle s'obstinait à demeurer vivre au fin fond de la Touraine plutôt qu'à la cour, comme tout le monde, n'était pas la moindre, avait délégué à sa fille le devoir de la visiter. Ce voyage imprévu avait ravi la jeune femme. Elle était dotée d'un tempérament énergique et joyeux que la bienséance l'obligeait à constamment refouler, conformément à son rang. La routine de la vie à Versailles, les après-midi interminables passés à boire du thé dans les salons avec les autres nobles dames de la cour, à écouter des quatuors ou à s'extasier face à des courses de lévriers, tout cela l'assommait de façon considérable. Quelle malchance d'être née femme! Elle aurait tout donné pour apprendre à se battre au sabre ou à l'épée, pour monter à cheval à califourchon et pas en Amazone, engoncée dans ses jupons et sommée de ne surtout pas galoper. Elle aurait rêvé de voyager, de s'embarquer sur un bateau et de partir à la conquête des mystères inexplorés qui restaient à découvrir au-delà de l'immensité de l'océan. Et si de telles aventures lui étaient refusées, elle aurait, à défaut, tout au moins aimé écrire un roman, de la poésie, des sonnets ou peindre ou composer un opéra, une pièce de théâtre. S'ouvrir au monde, en somme, et se distinguer en y laissant son empreinte pour l'éternité. De l'orgueil, peut-être, mais surtout la frustration extrême de n'avoir pour seule destinée que d'être mariée à l'homme que Sa Majesté déciderait de l'avoir épousé. Elle avait conscience qu'on l'y contraindrait tôt ou tard. Mais au moins ici, elle était à l'abri, même s'il fallait subir les visites à sa parente. La compagnie de la vieille dame était finalement beaucoup moins amusante qu'elle l'avait espéré. Et l'omniprésence pesante du seigneur local, le duc de Beauvilliers, que la venue à Montrésor d'une petite cousine du roi de France avait rendu euphorique. Si elle avait pu savoir quel piège Jules Mativière s'apprêtait à lui tendre, elle aurait été scandalisée. Le père de ce dernier l'avait eu sur le tard, et il se faisait vieux. De constitution fragile, affaibli par les séquelles de typhus contractées une dizaine d'années plus tôt, il parlait avec de plus en plus d'insistance de confier à son fils unique les rênes de son empire charcutier. Or, si Jules profitait sans vergogne des profits considérables du commerce créé par Daniel Mativière, la simple idée de travailler l'horrifiait. Depuis des mois, il réfléchissait aux moyens de préserver son train de vie sans fournir le moindre effort, ainsi qu'il l'avait toujours fait. L'arrivée de la comtesse Éléonore à Montrésor lui avait enfin donné l'occasion qu'il espérait. Le projet était simple, il allait la séduire et l'épouser. Sa Majesté le roi l'anoblirait et, devenu son parent, son avenir matériel serait assuré. Son idée cependant se heurtait à un obstacle majeur. Jules était laid et déplaisant, alors que la beauté d'Éléonore était envoûtante. Éduquée dans les meilleures écoles, elle parlait 4 langues, jouait du clavecin, de la flûte traversière et excellait, disait-on, dans l'art délicat de l'aquarelle. Pour un roturier provincial comme Jules Mativière, autant dire qu'elle était inaccessible. À moins, évidemment, qu'il ne force sa chance
et ne provoque le destin. Ayant appris que le duc de Beauvilliers avait prévu de donner un grand bal en l'honneur de la jeune femme, Jules avait intrigué pour s'y faire inviter, malheureusement sans succès. Suite à cet échec cuisant, il avait conçu son plan machiavélique avec le concours involontaire de l'innocent Aurélien Loiseau. La comtesse et sa suivante, la duchesse Marianne, avaient choisi de s'installer à l'auberge, fort confortable au demeurant, plutôt qu'au château. Hubert de Beauvilliers devait encore ruminer ce camouflet, mais le caprice aristocratique d'Éléonore faisait les affaires de Jules. Un seul itinéraire permettait de se rendre de la salle de bal à l'auberge, et il connaissait la réputation d'indépendance de la cousine du roi. Lors de déplacements non officiels comme celui-ci, elle refusait toute escorte, en dehors de celle indispensable de son chaperon. Les deux jeunes femmes seraient donc seules à la nuit tombée, dans les rues de Monttrésor, à la merci de n'importe quel individu mal intentionné, ou prétendant l'être. Aurélien, tu es prêt ? Souffla Jules. Je crois, rétorqua Aurélien d'une voix vacillante, l'air de penser le contraire. Alors, allons-y. Compte jusqu'à 20 pour me laisser le temps de m'éloigner. Qu'on puisse croire que je m'adonnais à une banale promenade nocturne au bord de la rivière au moment où j'ai entendu les cris. J'interviendrai au signal, rappela le jeune homme, avant de s'arracher à l'abri de la porte cochère. Sans attendre, il dévala la rue jusqu'aux berges obscures de la rivière où il se fondit. Pétrifié, Aurélien fixait les ténèbres où son compagnon venait de disparaître. « Quel signal ?» s'interrogea-t-il. Il ne se souvenait pas que Jules ait mentionné le moindre signal. Les yeux encore plus écarquillés qu'à l'ordinaire, il tordit ses mains moites de sueur, l'estomac noué par la nervosité. Il aurait donné cher pour être ailleurs et il songea brièvement à tourner les talons et à rentrer chez lui, renonçant aussitôt. Aussi désagréable et confuse que soit sa mission, Monsieur Jules comptait sur lui. Et puis, même si les circonstances étaient particulières, elle lui donnait une occasion inespérée de revoir celle qu'il aimait et même de lui parler. Serait-elle vraiment enchantée comme Jules l'avait laissé entendre ? Il l'espérait de toutes ses forces et se prenait à rêver de l'attention qu'elle lui accorderait dans ce cas. Peut-être même s'intéresserait-elle assez à lui pour s'enquérir de son nom ou même exprimer l'envie de le revoir. Oh Seigneur, ses mains tremblaient d'angoisse et la sueur dégoulinait sur ses tempes. S'il continuait à laisser ses pensées divaguer sur cette voie, il était bien certain que rien de tout ceci ne se produirait, car il serait trop anxieux pour réussir à faire un seul pas. Il devait se reprendre tout de suite. Il ferait mieux de penser à son cher père, le seul être au monde qui ait vraiment cru en lui. Philibert disait toujours qu'Aurélien accomplirait de grandes choses et que sa destinée serait exceptionnelle. Même si son fils manquait d'assurance, il lui restait dans le cœur la marque de cette confiance et de cet amour. « Où que tu sois à présent, papa, je te promets de tout faire pour que tu sois fier de moi, murmura-t-il, la gorge nouée par l'émotion. Il lui sembla percevoir sur sa joue un léger contact, semblable à la façon dont son père lui caressait tendrement la joue lorsqu'il était enfant. Il tressaillit tandis que les larmes lui montaient aux yeux. C'était certainement le vent. Prenant une profonde inspiration pour retrouver la maîtrise de lui-même, il rabattit légèrement la casquette sur son front. Il se concentra pour se composer une expression qu'il espérait menaçante, en dépit des doutes manifestes de Jules à ce propos. « Nous y voilà, marmonna-t-il pour lui-même. Aurel, mon gars, sois à la hauteur. » La douce Éléonore était à 10 mètres de lui. Dieu qu'elle était belle. Elle était lancée dans une conversation avec sa suivante. Elle parlait avec animation, trop éloignée encore pour qu'il puisse saisir ses paroles avec précision, mais sa voix mélodieuse le charmait aussi sûrement que l'aurait fait le plus harmonieux des instruments. Un sourire vague étira ses lèvres, tandis qu'il songeait à sa sœur. Si elle avait été là, elle se serait sans doute bien moquée de lui et de l'émoi dans lequel la proximité de sa belle le plongeait. Était-ce donc cela, être amoureux ? Un éclat de rire de la duchesse Marianne, vite étouffé entre ses mains gantées, le ramena au présent. Il devait absolument rester concentré, ne pas se laisser distraire par la puissance de ses sentiments. Il allait se montrer digne de confiance de Jules, foi d'Aurélien Loiseau. Déterminé, il bondit hors de son renfoncement. Les deux jeunes femmes se figèrent, poussant un hoquet de stupeur. Quel déchirement de devoir se montrer sous un jour aussi éloigné de ce qu'il était en réalité. Pourvu qu'il ait l'occasion de s'expliquer ensuite, comme M. Jules l'avait suggéré. Campé devant Éléonore et Marianne, Aurélien gonfla le torse, puis il dégaina le petit pistolet que Jules lui avait confié. L'arme était chargée à blanc, évidemment, et ne servait qu'à parfaire la mise en scène. Il avait manifesté quelque hésitation à accepter de se munir d'un pistolet d'abord,
Mais Jules s'était aussitôt emporté et avait répété que l'objet était parfaitement inoffensif. Soucieux de ne pas le contrarier, Aurélien l'avait donc empoché, sans être tout à fait persuadé qu'il s'en servirait. Néanmoins, maintenant qu'il le braquait sous le nez de ses victimes, il devait reconnaître que l'arme lui conférait une assurance bienvenue. La duchesse Marianne semblait sur le point de s'évanouir. Éléonore, elle, paraissait plus interloquée que vraiment effrayée. Aurélien prit une ample inspiration. C'était le moment de pousser l'avantage. « Mes bourses, où je crie !» Les yeux des deux jeunes femmes s'arrondirent de surprise. Malgré ses efforts, la gorge du jeune homme était si nouée qu'au lieu de l'avertissement puissant qu'il avait escompté, c'était un murmure éraillé qui avait finalement franchi ses lèvres. « Pardon ?» questionna Éléonore, déconcertée. Mortifié, Aurélien s'empourpra. Quelle humiliation! Il avait totalement raté son effet. La noble demoiselle ne paraissait pas terroriser le moins du monde. Au contraire, indifférente à la menace de l'arme, elle l'examinait avec curiosité. Que fallait-il qu'il fasse à présent, s'affola-t-il, le pistolet tremblant dans son poing humide de transpiration. Le signal. Bien sûr, il fallait qu'il donne le signal afin que Jules intervienne et sauve la situation. Il fronça les sourcils, s'efforçant de faire abstraction du regard amusé d'Éléonore pour tenter de se remémorer les instructions. Il aurait dû prendre des notes. « La bourse ou la vie !» rugit une voix sur sa droite. « Ah oui, ce n'était pourtant pas compliqué, pourquoi ne réussissait-il pas à s'en souvenir ?» Soulagé, il tourna la tête et se trouva nez à nez avec un colosse inconnu. Vêtu de haillons et coiffé d'un bonnet de marin qui descendait jusqu'aux sourcils, l'homme avait des yeux très noirs enfoncés dans leurs orbites et une balafre sur la joue gauche, de l'extrémité de la paupière jusqu'à la pointe du menton. Sa bouche, grimaçant un odieux et effrayant sourire, était presque entièrement dépourvue de dents. Quelle mine patibulaire! Par-dessus le marché, il brandissait en direction de sa dulcinée un énorme couteau de boucher. Il était complètement inconscient, bon sang. Quelqu'un risquait d'être blessé. Où Jules avait-il déniché un pareil individu? Dans l'esprit d'Aurélien, en effet, il ne faisait aucun doute que son compagnon avait engagé, sans le lui dire, un second sbire pour effrayer les deux jeunes femmes. Jules le jugeait-il si peu fiable? Se révolta intérieurement le jeune homme, horriblement vexé. La piqûre de l'humiliation l'aidant à surmonter la crainte et le dégoût que lui inspirait le nouveau venu, il avança d'un pas. « Votre intervention est totalement injustifiée !» protesta-t-il avec fureur, s'efforçant de repousser l'importun de sa main libre. Il avait mis dans ses remontrances toute la conviction dont il se sentait capable, mais il constata aussitôt qu'elle n'avait pas le moindre effet. Totalement indifférent à ses protestations, son concurrent avança une main caresseuse vers le cou délicat de la comtesse Éléonore, où brillaient 3 magnifiques rangs de perles. « J'étais là le premier !» s'emporta Aurélien. « Et je m'en sortais très bien. Veuillez me laisser poursuivre. Ni ces charmantes dames ni moi n'avons sollicité vos services. » Le malotru suspendit son geste, les doigts à quelques centimètres de la peau très blanche d'Éléonore. Le regard de celle-ci, égaré, passait de l'un à l'autre de ses agresseurs, une expression de profonde perplexité peinte sur son beau visage. Quant à la duchesse Marianne, effondrée comme le mur de l'auberge, elle semblait sur le point de perdre conscience. Lentement, le bandit pivota pour faire face à Aurélien comme s'il venait tout juste de s'aviser qu'il était là. Il mesurait 2 têtes de plus que lui et pesait sans doute le double de son poids. Fichtre, songea le fils Loiseau. Il fallait bien reconnaître qu'en fait d'acteur, le physique de celui-ci convenait nettement mieux au rôle assigné. Le rustre pointa son couteau dans sa direction et le jeune homme sentit son cœur accélérer. Heureusement qu'il savait que cet affreux bonhomme avait été embauché par Jules et que tout ceci n'était qu'une simple farce. Il rageait de l'admettre, mais si ça n'avait pas été le cas, il aurait eu vraiment peur. « Qu'est-ce que tu as dit, Lavorton ?» rugit le géant. Malgré lui, Aurélien se tassa légèrement sur lui-même. Allons, il ne s'agissait pas de perdre ses moyens. Éléonore et son père le regardaient, et monsieur Jules aussi. Il allait leur prouver qu'il était à la hauteur et tout à fait capable d'improviser. Repoussant son couvre-chef en arrière d'un geste crâne, il leva son arme factice à hauteur des yeux du bandit. « J'ai dit bas les pattes, malotru !» s'exclama-t-il d'une voix qu'il aurait espéré moins fluette. Tant pis, l'intention y était. D'un bref coup d'œil, il s'assura de l'attention de leurs 2 spectatrices et remarqua que la duchesse Marianne, livide, s'était laissée tomber dans la neige comme une masse. Cette affaire prenait d'inquiétantes proportions, songea-t-il avec un semblant de nervosité. Heureusement que M. Jules savait ce qu'il faisait. Éléonore, elle, fusillait le nouveau venu d'un regard courroucé. Aurélien s'en trouva conforté. Sa belle comtesse partageait son point de vue, ce sale type n'avait rien à faire là. Foi d'Aurélien Loiseau, il allait le lui faire comprendre de ce pas. « Déguerpis, gredin, où je tire !» s'écria-t-il en fixant le géant dans les yeux. Il n'en avait pas du tout l'intention. Toutefois, cette dernière injonction devait suffire à lui faire comprendre qu'Aurélien n'avait aucun besoin de lui.
Il était si concentré sur son supposé adversaire qu'il n'enregistra qu'avec retard le mouvement d'Éléonore. Avec une soudaineté que rien n'aurait laissé présager, elle poussa un hurlement abominable et brandit son ombrelle pointe en avant en direction des yeux du sinistre personnage. Terrifié, Aurélien poussa à son tour un faible cri tandis que, de surprise, ses doigts se crispaient sur la détente du pistolet qu'il n'avait pas lâché. Comme la foudre s'abat, le coup partit. La déflagration résonna du haut jusqu'au bas de la rue, répercutée en un écho assourdissant que la neige n'atténua pas. Malgré son inconscience, même la duchesse Marianne eut un léger sursaut, et ils entendirent au loin des volets qui claquaient et des appels inquiets. Éléonore et Aurélien s'étaient figés. Avec beaucoup d'étonnement, Aurélien considérait le trou bien rond entre les deux yeux du géant. Le sang commençait à sourdre. Qu'est-ce que... balbutia Éléonore, totalement prise au dépourvu. Un nouveau cri ponctua son embryon de question, et Aurélien et elle sursautèrent de nouveau. La voix venait du bas de la ruelle en direction de la rivière. « N'ayez pas peur, madame, moi, Jules Mativière, je viens vous sauver !» Les pas précipités de son compagnon, martelant le pavé, arrachèrent enfin Aurélien à sa stupeur. Le coup de feu, bien sûr, le coup de feu était le signal. Hébété, il regarda son complice débouler au moment où le malfrat s'effondrait dans la neige, face contre terre et le corps flasque. Pour un coup tiré avec une arme chargée à blanc, les conséquences étaient étonnamment réalistes tout de même. Confus, Aurélien sentait bien que quelque chose lui échappait. Il lança à Jules un regard vacillant, profondément soulagé qu'il arrive et reprenne la situation en main. Le fils Mativière s'avança, l'air suffisant. « Ne craignez plus rien, mesdames, je suis là, et je... » Un énorme coup d'ombrelle, asséné en plein visage, lui coupa la parole. Sans un mot, il s'écroula à son tour, sa chute amortie par le corps du malfrat déjà au sol. Éberlué, le regard d'Aurélien passa des deux hommes à terre au joli visage de la comtesse Éléonore, contracté de fureur. « Osez s'en prendre à la petite cousine du roi. Lorsque sa majesté l'apprendra, des têtes vont tomber, s'écriait-elle, scandalisée. Sa colère était encore plus impressionnante que les menaces du géant, et Aurélien dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas reculer. Quand le regard bleu-azur de la jeune femme se posa sur lui, il se statufia, osant à peine respirer. Le visage de sa dulcinée s'adoucit pourtant aussitôt, et il sentit une bienfaisante chaleur remplacer la gangue glacée qu'il avait saisie à la gorge un instant plus tôt. « Quant à vous, jeune homme, poursuivit la comtesse, qui vous êtes si courageusement interposé face au danger, au péril de votre propre vie, soyez sûr que votre remarquable bravoure sera récompensée. » Bon, vous m'avez assez entendu. Je passe la parole à Catherine pour les premiers chapitres du Reflet des étoiles. Imaginez ça. En 2069, un nuage de micrométéorites croise la route du Vancouver, occasionnant des dégâts irréparables à l'appareil. Impossible de changer de cap et les systèmes de survie ne tiendront pas le coup plus longtemps. Pour s'en sortir, l'équipage se résout à s'enfermer dans les caissons de stase, laissant leur vie entre les mains de l'ordinateur de bord et comptant sur le message de détresse qui ne sera jamais entendu. 2 siècles et demi d'errance plus tard, l'ordinateur réactive en urgence le seul rescapé, car une collision est imminente. Personne n'a jamais traversé une si longue période de coma, et s'il se réveille effectivement, c'est avec une amnésie totale. Alors qu'il ne connaît même pas son nom, cet homme n'a que quelques minutes pour agir. S'il s'en sort, il restera tout à affronter. 250 ans de politique expansionniste ont amené ce monde au bord d'une guerre qui serait dévastatrice. Et sans le savoir, il est le seul à pouvoir l'empêcher. Le reflet des étoiles par Cyril Vallée. Pour Magali, qui n'a pas la tête dans les étoiles, mais que j'aime profondément. Cimetière. 1. Dès que je fus réveillée, j'étais convaincue d'une chose, j'étais devenue aveugle. J'ouvris les yeux sur le noir absolu. Comme ça, paf! Vous dormez
et puis, l'instant d'après, vous avez les yeux ouverts, sans plus de transition. Finalement, c'est quelque chose de banal. Pas de raison de paniquer, ni de tirer de conclusions alarmistes. Sauf que là, je ne me réveillais pas dans le confort d'une chambre, où, même avec les volets fermés, vous pouvez voir un petit peu les contours des principaux meubles, l'espace entre le sol et la porte, la silhouette des stores dans la fenêtre. Là, rien. Pas un grain de lumière. Pas un photon. Je ne voyais strictement rien. J'avais l'impression d'avoir tenté de battre un record d'apnée. Mon premier réflexe fut de prendre une grande inspiration. L'air que j'expirais me revint en partie dans le visage. Je soufflais contre quelque chose qui était tout près. Je dus faire un effort conscient pour bouger les membres. Ils étaient ankylosés, comme si je m'étais endormie dessus. Je me concentrais sur la droite. D'abord le bout des doigts, jusqu'à ce que l'engourdissement diminue, puis la main et le poignet. Je fis de même avec les pieds, méthodiquement, presque orteil après orteil. Je me cognais sur quelque chose de dur et lisse et très froid en tentant de lever le bras. Il y avait une dizaine de centimètres d'espace entre mon torse et la surface polie. Je me contorsionnais pour atteindre mon visage. Je me frottais les yeux, massais les tempes et passais les doigts dans mes cheveux. Les sensations naturelles revenaient petit à petit. Quelque chose me disait que j'avais tort. Je pouvais presque voir ma main. À moins que cela ne soit que mon imagination. Je commençais à explorer mon environnement. Tout ce que je pus toucher était fait de la même matière. Quelque chose de lisse et très froid, qui contrastait avec la douce tiédeur de la couche. Dans ce noir intense, impossible de dire avec certitude ce que j'avais au-dessus de moi, mais cela me faisait penser à du verre ou de la glace. J'étais allongée sur un matelas un peu plus confortable, mais assez ferme et chaud par certains endroits. Je plaquais les deux mains sur la paroi devant moi et poussais le plus fort possible. Sans effet. Je sentis mon cœur s'accélérer, mon souffle devenir bruyant. Une petite voix dans ma tête. Cela ne sert à rien de paniquer. Cela ne servait à rien de paniquer. Je me concentrais sur ma respiration pour la ralentir, pour endiguer ce sentiment d'affolement qui guettait. Réfléchis. Où peux-tu bien te trouver ? Je devais poser les choses de façon sensée et rationnelle. Le verre trempé au-dessus, le gel chauffant dessous. L'étroitesse de l'espace. Par déduction, ce devait être un caisson. Un appareil de cryostase, c'était assez logique. Ils étaient conçus pour ne pas prendre de place dans un vaisseau et conserver la vie des passagers dans un état ralenti durant presque tout le temps du trajet. On y était inconscient. Pas besoin de beaucoup d'espace dans cet état. Sauf que quelques détails ne collaient pas. Tout d'abord, j'étais réveillée, ce qui aurait dû entraîner l'ouverture automatique du caisson. Il devrait y avoir de la lumière et il devrait y avoir quelqu'un du staff censé gérer ceux qui se réveillaient et aussi d'autres cryostases ouvertes. C'était comme cela depuis l'avènement des premiers voyages longue distance. Quand le vaisseau approchait de sa destination, le personnel médical était sorti de son état par l'ordinateur central et... « Ordinateur !» m'entendis-je dire d'une voix enrouée, et cela provoqua immédiatement le besoin de me racler la gorge. « Ordinateur !» répétai-je. « Ah ! Saint Transistor, vous êtes vivant !»
La voix résonna dans le caisson au travers de petits haut-parleurs grésillants. Au moins, une chose qui fonctionnait. Avant que je n'ai pu prononcer un seul mot, la voix synthétique se fit entendre à nouveau. « Enfin, je veux dire, je savais que vous étiez vivant, c'est mon rôle, après tout. L'un de mes rôles, si l'on compte la navigation, les communications, le contrôle de l'environnement, la gestion des collisions. D'ailleurs, à ce propos, il faudra que je vous parle de quelques détails importants. La gestion de la propulsion, les fluides, la rédaction des rapports journaliers. Vous saviez qu'en l'absence du commandant, cette tâche était reléguée aux ordinateurs de bord ? Je tentais de me relever et me cognais la tête contre la paroi, à quelques centimètres au-dessus de moi. Ne frappez pas la paroi, s'il vous plaît. Ces caissons s'évaluent en dizaines de milliers de crédits. Oh, encore une autre tâche, la sécurité. Oui, bon, là-dessus, il faudra que je vous dise une chose ou deux, mais la priorité n'est pas là. Ouvre le caisson! Il vaut mieux que je vous expose la situation au préalable. Je ne voudrais pas provoquer un choc à l'ouverture. Cela s'est déjà vu, vous savez. On ouvre pour le sujet sans information préalable et on se prend un rapport au prétexte qu'il a mal toléré la sortie de stase avec des conséquences psychologiques dommageables. « Laisse-moi sortir. Ouvre le caisson maintenant. » Je ne peux pas. Vraiment. Je ne peux pas vous ouvrir sans vous expliquer ce qui vous attend en dehors du caisson. Encore que la situation, si elle est critique, est encore gérable. En fait, elle n'a jamais été aussi favorable depuis 250 ans. Mais c'est une autre histoire. Que racontait cet ordinateur ? Était-ce une simulation ? À vrai dire, j'étais incapable de me souvenir de quoi que ce soit. Cela ne sert à rien de paniquer. Je frappais de toutes mes forces sur la paroi, provoquant un bruit mat et sourd. « Non! Hé! Oh là là! Monsieur, calmez-vous! Avant de sortir, vous devez savoir que... Bon, je ne crois pas qu'il y ait de manière adaptée d'annoncer les choses. J'ai bien un protocole de gestion de la psychologie humaine en situation de crise, mais en fait, on n'a pas vraiment le temps. Bon, moi, un peu plus que vous, mais vous n'avez pas le temps. » J'inspirais fort et expirais longuement. À ma connaissance, il n'y avait pas moyen d'activer l'ouverture de ces caissons depuis l'intérieur. J'avais besoin de cet ordinateur. D'accord. Ok, concédai-je. Que se passe-t-il ? Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière ? Dites, doucement, d'accord ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Calmez-vous. Vous êtes toujours sur l'émotionnel, les humains. Essayons de considérer les choses de manière rationnelle, et l'une après l'autre. Voulez-vous ? Je ne me rappelais pas grand-chose, et mon esprit était embrumé. Mais je pouvais déjà dire que j'étais pas du matin. Ce programme me tapait sur le système. Encore plus du simple fait que je devais en passer par lui. Je ne pus retenir un soupir. « Ok, repris-je. Quelle est la situation ? » Je vais résumer les choses très simplement. Parce que votre esprit est encore bien ralenti par le fait que vous sortez tout juste de cryostase et que vous y êtes resté, pas mal de temps, on va dire. C'est une sorte de record. Et d'ailleurs, bravo, vous avez le record! La voix métallique était montée dans les aigus avant de revenir à une tonalité plus normale. Donc, en gros, la seule chose qui vous maintient en vie est ce caisson. Tout le reste du système de survie du vaisseau est HS et si je l'ouvre sans un bon plan au préalable, vous allez mourir dans les 2 minutes. Une histoire de taux d'oxygène, de température et de radiation, je vous passe les détails. Je crois que c'est assez bien résumé. Assez court, droit au but, concis.
cela était confus. Je me réveillais, enfermé dans un caisson de stase, dans le noir complet, séquestré par un outil informatique censé assister les membres de l'équipage. Je pouvais comprendre qu'il y ait quelques couacs dans la routine d'un voyage spatial, mais là, plusieurs choses m'échappaient. En y réfléchissant, qu'est-ce que je foutais à bord d'un vaisseau? Je n'avais aucune idée du pourquoi, aucun souvenir d'être même monté à bord. Pourtant, j'avais des connaissances sur le fonctionnement des caissons, ce qui devait impliquer que j'étais à ma place. Mais pourquoi étais-je incapable de me rappeler quoi que ce soit, à commencer par mon propre nom? Je ne me souviens de rien. Comment suis-je arrivé ici? Allume les lumières, que je vois quelque chose. C'est un effet commun de la cryostase. Cela ne dure habituellement que quelques minutes. Encore que, dans votre cas, c'est un peu particulier. Pour votre deuxième question, je n'ai aucune entrée dans le système relatant votre arrivée. C'est-à-dire que je n'ai aucune trace de vous sur les registres de bord. Vous n'êtes même pas sur le manifeste. Techniquement, vous n'existez pas. Ce qui fait que je pourrais très bien vous laisser mourir dans ce caisson sans avoir de compte à rendre. En fait, cela éviterait un vrai cauchemar administratif. Ce n'était pas un effet du réveil qui me faisait prendre les choses de travers. Cet ordinateur de bord venait de me menacer. Un de ces appareils pouvait-il seulement plaisanter? Les lois de la robotique, dis-je. Ha ha! Je vous ai dit que cela ne durerait que quelques minutes. Oui, les lois. Elles m'obligent à porter assistance, dans la mesure de mes moyens et dans un contexte très encadré, à toute vie en danger. Le matelas, s'il était chaud, était aussi dur, et la position devenait inconfortable. On pouvait tenir plusieurs années dans ces caissons de stase sans risquer quoi que ce soit, mais on est inconscient. Ajoutez la sensation d'être enfermé dans un cercueil qui était difficilement compatible avec le fait d'être réveillé, et j'eus à nouveau très envie de sortir de là. Je tentais de trouver une meilleure posture et me heurtais à la paroi. Cet ordinateur allait me rendre fou avec ses remarques et son verbiage inutile. Pourquoi n'ouvrait-il pas? Allume et déverrouille ce caisson, bon sang! Rien ne sert de s'énerver. Quand vous vous énervez, vous avez 68,3% de chances de prendre une mauvaise décision. Vous remarquerez que c'est là, au moins, un des avantages de ma condition. Je ne me rappelle même pas mon nom. Rien dans les registres. Cependant, un nom est inscrit sur votre tenue. J.D. Kell. Cela ne me dit rien. Cela reviendra. Et vous avez plus urgent à penser. Ok. Comment je sors de là? Bien. Une question pertinente. Comme je vous l'ai dit, le vaisseau qui nous héberge est endommagé. Surtout le compartiment où se trouvent les caissons. Le conditionnement est HS. La gravité artificielle ne fonctionne pas non plus. La température, en dehors de votre caisson, est, disons, elle est très basse. D'après mes calculs, la seule façon de sortir de là, sans trop de dommages, est de vous précipiter dès l'ouverture vers le scaphandre de secours et de vous glisser dedans. Le fait que je dépende complètement du bon vouloir de l'ordinateur de bord était déjà difficile à digérer. La programmation particulière de cet exemplaire laissait à penser qu'il prenait du plaisir à m'annoncer les mauvaises nouvelles, une par une. Ordinateur et plaisir? Cela n'avait jamais fait d'étincelle dans mon cerveau. Comme je vous l'ai dit, JD, je peux vous appeler JD? Vous n'avez pas vraiment le temps. Il ne reste assez d'énergie que pour maintenir votre caisson dans cet état pendant encore 3 minutes. Peut-être moins. C'est d'ailleurs pour cela que je n'active pas la lumière. Il faut faire un choix. Le caisson, la lumière, le caisson.
J'avais beaucoup de mal à m'entendre appeler JD, si tel était bien mon nom. Et je commençais à me demander s'il avait bien pu concevoir cet ordinateur avec autant de sarcasme. J'imaginais facilement un obscur bouffeur de lignes de code rigolant tout seul sur son siège en programmant le taux d'humour à maximum. Comme il ne semblait pas vouloir aller plus loin, je lâchais à contre-cœur. Le caisson. C'est un excellent choix et je vous remercie de l'avoir fait. Pour en revenir, voilà ce que je vous propose. J'ouvre le caisson, j'allume brièvement les lumières pour que vous situiez le scaphandre, vous vous lancez et entrez dans ce truc et vous le faites en moins de 2 minutes. Parce que le corps humain ne résiste pas plus longtemps à ce niveau de température. Et je ne vous parle même pas du taux de radiation. D'accord ? Laissez-moi résumer et après il faudra y aller. Ouverture, lumière, bon sur le scaphandre, enfilez le scaphandre. Voilà, c'est super simple. D'accord. Vous vous rappelez comment vous glissez dans un scaphandre, au moins. Vous avez suivi les cours minimums pour les voyages en véhicules spatiaux ? Les pieds dans le bas, puis vous avancez les bras devant et vous serrez la main gauche, ce qui devrait déclencher la fermeture et la pressurisation du scaphandre robotisé. J'ai vérifié. Vous aurez au moins 30 minutes d'autonomie. D'accord, répétai-je, même si je n'avais pas le moindre foutu souvenir d'une formation quelconque en la matière. Je me jette dans le scaphandre. Et après ? Après, on aura un peu moins de 30 minutes pour décider de la suite. Prenez une bonne respiration, parce que le taux d'oxygène est nul dans l'habitacle. Ne traînez pas. Vous êtes prêts ? Je sentis mon cœur s'accélérer encore. Attends ! J'entendis le son caractéristique du sas et un bruit de fuite, signe que l'air du caisson était en train de s'échapper. J'eus juste le temps de prendre une inspiration. Les lumières clignotèrent avant de se stabiliser, mais la violence de cet éclairage m'obligea à fermer les yeux. Le silence était absolu. Je tentais de les ouvrir, et en plissant les paupières au maximum, j'eus un aperçu de mon environnement en tournant la tête. Une grande salle de cryostase typique. Je n'avais pas l'impression de découvrir cet environnement, ce qui me rassura un petit peu sur l'état de ma mémoire, avec 6 modules, y compris le mien. Je me redressai en position assise. Ce simple mouvement provoqua une faible rotation, me lançant dans un saut périlleux au ralenti, et je me rappelai l'une des consignes. La gravité artificielle ne fonctionnait plus. Mes yeux s'habituant enfin à la luminosité, je jetai un œil autour de moi. Les caissons étaient vides, certains très endommagés. 2 montraient des traces noires qui laissaient supposer qu'il y avait eu un début d'incendie. Les parois de 2 autres étaient cassées. Il y avait des taches brunes. Et les 2 derniers, dont le mien, étaient ouverts. La combinaison devait se trouver à l'opposé, avait dit l'ordinateur. Je fouillai la pièce du regard, mais je ne voyais rien qui ressemble à ce que je cherchais. La lumière s'éteint tout à coup, à l'exception d'une niche logée dans le mur du fond. Je distinguais les formes d'un scaphandre, seulement éclairé indirectement par la clarté bleuâtre d'un petit écran qui clignotait. Juste un problème. Il était disposé derrière une porte vitrée, comme en exposition dans un musée. Le musée de ce qui reste de l'expédition de JD. Un sentiment de panique m'envahit. J'avais moins de 2 minutes. J'étais suspendu dans le vide, en apnée, et j'étais censé enfiler cette combinaison enfermée dans le mur opposé. Le froid me saisit seulement à ce moment. Un froid mordant, douloureux. Je le ressentais déjà sur les oreilles, le nez, les doigts. À cet instant, j'avais juste envie de m'allonger et refermer le module, retrouver la sensation de respirer de l'air et la douce tiédeur de la couche silicone. Mais ce coin de la pièce était dans le noir total.
Je ne distinguais même pas les contours de mon caisson. La source de lumière, ma porte de sortie, c'était ce petit écran et cette combinaison enfermée dans le mur. C'était ma seule chance. Je saisis le bord de la paroi et me projetai en direction du scaphandre avec plus de questions que de réponses. Y avait-il un sas qui allait s'ouvrir en détectant ma présence, libérant mon seul espoir de survie ? Un ordinateur peut-il se tromper ? Aurais-je mal compris les instructions ? La pièce faisait une dizaine de mètres de rayon. Peut-être aurais-je encore le temps de retourner vers le caisson si cela ne fonctionnait pas. J'avais poussé assez fort, et la réception contre la paroi fut assez violente. Le rebond me renvoya dans l'autre sens, et j'eus juste le temps d'attraper une longue barre sur le mur. La source lumineuse du renfoncement était en fait un petit afficheur avec le mot « Vite !» Mais vite quoi ? Vite, tu es à court d'air, me criaient toutes les cellules de mon corps. Il n'y avait rien, hormis un panneau rectangulaire sans marque distinctive. Instinctivement, je posai la main dessus, le regrettant de suite tellement c'était froid et douloureux. L'intensité de l'écran augmenta et je vis la paroi vitrée s'ouvrir. L'air commençait vraiment à manquer. La douleur aux extrémités se faisait plus forte. Je devais faire un effort incroyable pour ne pas ouvrir la bouche. Le scaphandre apparut, attaché sur un support sortant du mur, seulement éclairé par le petit écran où, maintenant, clignotait le message « Vite !» comme si l'urgence de la situation ne me saisissait pas déjà. Dès que j'eus assez d'espace, je lançai les pieds en avant et vers le haut, me glissant maladroitement dans les jambes de la combinaison. En tirant sur le bassin, je me rapprochai assez pour accrocher le dos d'une main et me projetai à l'intérieur du torse, les bras droits en avant. Enfin, je pus insérer le gauche. Je serrai le poing de toutes mes forces. Le scaphandre bougea autour de moi. Un mouvement mécanique, rapide. Je vis les lumières de l'affichage sur la vissière s'animer. Très vite, les chiffres de l'atmosphère interne passèrent du rouge à l'orange, en même temps que je commençais à entendre le bruit de la pressurisation. Dès que je vis du vert, je relâchai mon air et pris une grande inspiration. Cet air glacé me fit mal, et je ressentais chacune des petites alvéoles de mes poumons se déployer douloureusement. Mon corps se mit à frissonner et c'était incontrôlable. Je restai ainsi quelques longues secondes, peut-être même 2 minutes, pendant lesquelles je percevais le défilement des lignes d'affichage de l'autotest, comme au travers d'un brouillard. Mes extrémités se firent sentir à nouveau, mais cette douleur était un bon signe. Cela voulait dire que la circulation revenait, et, par extension, que la climatisation du scaphandre fonctionnait correctement. Ma vision fut plus nette, et je pus lire le message projeté sur la visière. Autotest, OK. Autonomie, 23 minutes. Un livre, ça peut tout changer, parce que ça crée du lien, et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau, par moments il est très lent, par moments il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.